Hey, bienvenue dans le trio économique. On parlait de blowjob avant. Regarde, je te l'ai déjà expliqué que YouTube. Les 15 premières secondes. Faut pas que je dise de merde dans les 15 premières secondes. J'oublie tout le temps. Non, mais tu peux garder les autres 59 minutes et 45 secondes pour toi après. Ouais, mais tu dis de parler d'affaires de même juste avant qu'on starte le show. Ouais, je m'attendais à ce que tu sois mature, mais apparemment, I expected too much. Que je t'offre 2 heures. Demande-moi pas d'être mature en plus. On voulait parler d'un sujet en lien un peu avec la COVID-19, avec aussi les enfants à l'école, l'indoctrination, on dit en anglais, l'endoctrinement. C'est un bon podcast. Puis évidemment, probablement pas de ça qu'on va parler en bout de ligne, mais c'est pas grave. C'est le trio économique. Il ne faut pas que ce soit trop structuré. Je te laisse commencer avec ton sujet préféré, Vincent. Ben écoute, moi j'ai envoyé ça à Frank hier. J'ai oublié quand exactement, mais c'est mon collègue Phil Magnus qui... c'était bon ça. Ça, c'est vraiment drôle. C'était bon. Fait que c'est Phil a sorti. Il y a une étude qui est sortie, qui est super discutée, qui est une enquête de 168 des top virologistes et épidémiologistes dans 47 pays sur les origines de la pandémie. Puis c'est pas tant le sujet qui est intéressant que l'une des réponses. Parce que les gens pensent encore de la pandémie, puis le point, c'est qu'on va pas tant parler de la pandémie. Non, ce qu'on va parler, c'est de expert failure, que l'idée que les experts, là, l'idée des experts, puis qu'on en avait parlé. C'est un cas de hashtag les experts. Oui, c'est un cas de hashtag des experts. Parce qu'on en avait parlé dans un épisode, on avait dit l'idée du evidence-based policy, c'est hyper faible, comme c'est juste un talking point. Il n'y a pas vraiment de manière de faire du evidence-based policy qui est sérieux. Puis l'idée, c'est dans l'étude, fait que il y a des questions qui sont posées sur les origines de la COVID et tu essaies toujours de garder un check pour quand tu vas faire des tests si la personne a bullshité sa réponse. Écoute, les légers le font. Je me suis abonné avant les fêtes à Léo, qui est leur système de plateforme en ligne pour faire des sondages. J'ai fait des sondages pendant une semaine ou deux avant de me tanner. À un moment donné, on s'entend que le taux horaire de rentabilité de ça n'est pas très fort, mais c'était juste par curiosité. Puis, je te dirais, un bon sondage sur 2, il y a une question camouflée. Surtout, plus le sondage est long, plus il y a de chances d'avoir des questions camouflées comme ça. La question est aussi niaiseuse comme il te pose une question. La question, c'est « J'aimerais que tu coches la case D, s'il te plaît. » Puis là, tu as 4 choix de réponse comme pas rapport, puis tu as le D. Fait que là, tu coches D. Fait que là, ils savent que tu es en train de répondre sérieusement au sondage. C'est un truc pour les bots aussi, ça. C'est pour les bullshitters, mais c'est aussi pour... c'est une forme de safety check. Ouais, c'est ça. Tu veux un garde-fou pour contrôler la qualité de tes données que tu es en train de générer, puis ça fait du sens de faire ça. Mais une des questions qui était là, c'est est-ce que vous êtes familier avec l'étude de Hanlon et al. 2022? Et 33% des gens ont dit qu'ils étaient familiers avec cette étude-là. Parce qu'on avait l'impression que c'était la bonne réponse à donner. Parce que si tu es un expert, si tu veux montrer à la machine que tu es une personne intelligente supérieure, tu dis, ouais, moi, Hanlon, c'est sûr, je la connais, cette étude-là, man. De quoi tu parles? Le tweet est juste magique. C'est gênant. Les personnes confinées, les personnes pour le confinement vantent une nouvelle enquête, une nouvelle étude qui affirme qu'une majorité d'experts rejettent l'origine d'une fuite du laboratoire de COVID. Bon, l'idée du... ça, c'est ce qui a pris des mainstream médias, dans le fond. Sauf que l'étude comprenait une fausse étude appelée Hallen et al. 2022 pour tester la robustesse des réponses. 33% ont déclaré avoir lu cette étude inexistante. Qui n'existe pas. Hey, ça, j'aime ça, man. Ça là, c'est... Ça, c'est un cas de... On avait parlé, Mané, de l'histoire de l'affaire So-Called, avec le Alan Sokal qui avait publié une parodie. Finalement, ça donnait un livre. Il avait publié dans une revue de sociologie un article parodique sur... Je me souviens plus exactement c'était quoi, mais c'était complètement délirant.
un truc de social science, là, très, Quelque très chose- à la... Genre Quelque qui serait chose- pas délirant aujourd'hui. Ouais, non, c'est ça, quelque chose que tu verrais très bien dans le magazine, dans le journal 24 heures ou ce genre de truc-là, mais c'était un faux. Il avait inventé les Ou citations. sur le site de l'Iris. Ou sur le site de l'Iris, il avait inventé les 5 citations. On a battu un record. Il avait inventé les citations, il avait inventé le contexte. Tout était faux dans l'article et ça a passé au comité des pairs. L'article a été approuvé, puis il a fini dans une revue. Et la journée où ça a été publié, il a sorti, puis il a fait « By the way, je vous ai trollé. Cet article-là est complètement fake. » Et il y a une couple d'années, sur un campus universitaire, la même chose. C'était des gens qui avaient pris des bouts de Mein Kampf et ils avaient changé juif par homme blanc. Et ils ont réussi à faire publier l'article dans un genre de... Oui, mais c'est en fait, ils avaient fait, eux, ce qu'ils essayaient de faire, c'était encore plus sophistiqué que SoCal, c'était qu'ils essayaient d'avoir plusieurs... Ils essayaient de créer un large échantillon de cas comme ça, genre une trentaine. Ils avaient réussi à en faire 5 ou 6. Ils avaient dit qu'ils avaient été collecter la taille des pénis de 10 000 chiens, des choses comme ça. Puis il y avait des trucs qui avaient été publiés, puis que c'était comment il y avait du sexisme à l'intérieur des clans de... Je peux-tu faire une interlude? Vas-y. Ma blonde est allée à San Diego récemment. Il y a une chanson de South Park là-dessus, hein, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Au Québec, là, le débat, c'est sur les toilettes non genrées. On est rendu là, nous autres, on est un peu en retard. À San Diego, c'est réglé. Il y a des toilettes pour les hommes, des toilettes pour les femmes, des toilettes mixtes et des toilettes dans les aéroports, mon ami, pour les chiens. Ben, aux États-Unis, c'est parce que... Toilettes pour les chiens. Elle est rentrée, elle est rentrée. Il y a un petit tapis vert en gazon synthétique avec une bonne fontaine au milieu. Non, mais il y a une raison. Calme-toi. Il y a une raison pour ça, c'est qu'aux États-Unis, dans les bas... Sors-moi pas une étude de ce type la bonne fontaine. Non, il n'y a pas une étude, c'est qu'aux États-Unis, tu peux amener tes animaux avec toi sur des vols domestiques. Fait que tout le monde, tu as toujours un chien ou 2 par avion parce que les gens se déplacent avec leurs animaux entre États. Au Canada, je ne sais pas si c'est légal, mais j'ai jamais pris autant de vols domestiques au Canada parce que, ben, il n'y a pas vraiment de raison d'aller en Ontario dans des places comme ça. Fait que, tu sais, mais à la base, c'est pas achetable. Ben, il y a ça aussi. Mais aux États-Unis, c'est juste pour ça. Ici, c'est juste pour des cas de non-voyance et des affaires de même. Ouais, c'est ça. Mais aux États-Unis, tu peux amener ton chien. Chris, il y a des toilettes avec un petit tapis vert et une bonne fontaine. Là. L'humanité s'en va dans le mur. Là. Ben, y a-tu des humains qui voyons, calme-toi, là. Non, si t'amènes ton chien... Attends, on va revenir sur le sujet dans une minute. Mais si t'amènes ton chien avec toi à l'aéroport, tu préfères quoi? Que le chien, il chie dans le terminal comme ça, nowhere, au lieu que qu'il y ait une petite place casée? Voyons donc, Yann, arrête de dire des niaiseries. Dire des niaiseries de même, tu peux te présenter pour le PQ. Tabarnak, Yann! Celle-là, c'est pas ta meilleure, là, de comme 100%, pas ta meilleure. Ouais, ça vient quand même de quelqu'un qui connaît le sujet, il faut le dire. en termes de PQ. On va se couvrir pour les prochaines 5 minutes. Là. Non, mais j'essaie de trouver un moyen de la repasser une deuxième fois. Faut que tu utilises ton capital que tu as créé. Exact. Mais non, mais le problème, c'est pas que cette toilette-là existe, c'est s'il y a des humains qui vont dedans. Oh, il va en avoir un jour. Oh, ouais, c'est sûr, c'est une question de temps. mais là, je serais malade. Là. C'est beau, t'as dit le mot chien, c'est fini, ma bulle est passée. Donc, tu disais. Tu vois, Yann, il est bon. Mais là, il y a 33% des gens qui ont... Merci, Frank. C'est vraiment vrai. Là. Il y a 33% des gens qui ont répondu avoir lu une étude qui n'existe pas. Yep. Okay. Mais le pire, c'est pas des gens, c'est des chercheurs, c'est des experts. C'est ça, exact. Là. C'est des gens qui ont un prestige social, c'est des gens qui s'en font à croire un petit peu, qui sont des érudits. C'est pas un sondage à monsieur, madame, tout le monde qui a mal lu une question. Là. C'est des gens, c'est des chercheurs, c'est des gens sérieux. Puis on fait une étude, une étude avec leur père. Ils doivent démontrer du sérieux là-dedans. Je veux dire, ils ne veulent pas fausser les résultats d'un collègue de travail. Je ne peux pas croire. Mais tu te rappelles-tu, puis c'est là, moi, la raison que ça m'intéressait. Quand toi puis moi, puis Frank, on parlait des politiques de réponse à la COVID, on disait, tu sais, que tu ne peux pas avoir un méta-expert qui est capable de considérer tous les trade-offs de toutes les politiques publiques. Fait que peut-être, tu sais, que les experts en santé publique peuvent se prononcer avec certitude sur l'effet en laboratoire du masque,
mais ils ne peuvent pas se prononcer aussi facilement sur l'effet d'un mandat de porter le masque parce que ça peut altérer les comportements. Là, tu as besoin d'un autre type d'expert qui a un autre domaine d'expertise. Puis les conséquences de la démocratie puis tout ça, ils n'ont pas eu aucune idée, ils s'en foutent, eux autres. Là, exactement, que c'est plus tu as de plus en plus de sujets ensemble, plus ça devient difficile d'avoir un expert qui peut tout synthétiser ensemble. Avoir une approche holistique est quelque chose de difficile, professeur Geloso. C'est la même chose sur l'environnement. Ça pourrait nous amener ailleurs, mais c'est exactement la même chose. C'est clairement que des scientifiques pourraient arriver en disant « Ouais, mais si... je ne sais pas moi, un expert quelconque pourrait très bien arriver avec la démonstration par A plus B que si on interdit telle affaire, ça va faire ça, puis c'est bon pour l'environnement. Là, tu es comme, OK, mais genre l'impact de ça... mais là, moi, je pense que vous manquez le point le plus intéressant, c'est que nous autres, on disait ça. On était hyper généreux en disant ça. On disait ça hyper généreusement parce qu'on leur donnait l'hypothèse que dans leur chantier d'expertise, ils avaient une maîtrise complète du sujet. OK, mais là, ça, c'était généreux en calvase. Mais là, ce qu'on vient de voir, là, c'est que nous-mêmes, dans notre critique, quand on disait tu peux pas savoir, c'est pour ça qu'on disait tu devrais laisser les provinces expérimenter, puis si tu peux décentraliser plus, tu devrais décentraliser, puis si tu peux utiliser la société civile, tu devrais utiliser la société civile, puis laisser toutes les petites expertises locales être bonnes. C'est ça qu'on disait, c'est une critique assez libérale, pas complotiste du tout. C'était modéré. Mais on leur donnait une chose incroyable. On leur disait, dans votre domaine, vous êtes compétent. Ce qu'on vient de réaliser, c'est qu'il fallait mettre un taux d'escompte de 33 % là-dessus. Parce que 33 % des gens qui ont dit qu'ils étaient prêts à bullshiter, qui les insultent. Puis ce qui m'a encore plus déçu, c'est qu'il y a juste 18 % des gens qui disaient qu'ils étaient familiers avec aucune de ces études-là. Ensuite, 11 % des gens, la question juste en haut, je ne crois pas à ça. Que le nombre d'études qu'il y a à lire... Y a-t-il quelqu'un qui lit pour vrai les études? Ben, il y en a des gens qui font des efforts considérables de lire. Oui, je sais, toi, t'en es un. Mais c'est pas facile. Puis non seulement ça, mais des fois, on ne peut pas toutes les lire. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est... Puis même moi, je fais ça, c'est que je vais garder un inventaire de qu'est-ce que l'étude dit en général. Puis là, j'ai un fichier dans lequel je sais qu'est-ce qu'il dit comme message général, puis j'ai classifié par sujet, puis je garde un fichier de ce qu'il dit. Mais si tu me demandes qu'est-ce que lui a dit en précis sur ça, non, je ne le sais pas, puis tu ne peux pas faire ça parce qu'il y a plus de papiers qui sortent par jour dans mon domaine que j'ai le temps, dans un mois, de les lire. Puis là, ça, c'est dans mon domaine précis. C'est difficile d'avoir une maîtrise complète de tout. Tout ce que tu peux faire, c'est OK, j'ai une bonne idée de ce que ce papier-là dit, il faut que je fasse référence. Je peux le lire en diagonale, mais tu ne peux pas tout lire. Mais là, mais ça, je vais le dire. Je ne l'ai pas lu, ce papier-là. Je sais qu'il existe. Beaucoup de nos experts qui sont des faux experts. Il y en a beaucoup qui se la jouent. En fait, je ne dirais pas des faux experts. Il y en a qui se la jouent comme étant des experts puis qui ne mettent aucun poids sur ce qu'ils ne connaissent pas. Fait que moi, je sais c'est quoi que je ne sais pas. Puis il y a bien des choses que je ne sais pas que c'est bien que je ne les sache pas, comme qu'est-ce que l'IRIS publie. Il y a des choses qui améliorent ma qualité de vie, mais il y a des choses aussi que quand tu dis « je ne sais pas », c'est une bonne chose parce que tu reconnais les limites de ta connaissance puis où tu pourrais faire des erreurs si tu te commets trop loin sur un statement. Ce que tu dis, c'est que dans le sondage, il y a à peu près 18 % de gens honnêtes, mais peut-être un peu plus parce qu'il y en a peut-être qui ont lu les études pour de vrai, mais c'est une fraction infiniment plus petite que ce qui est écrit dans l'étude. Si tu dis que tu n'as lu aucune des études, tu es probablement super honnête pour dire ça. Je ne sais pas si c'est 18 ou 11. C'est peut-être 18 répondants. Oui, c'est ça. C'est 18 répondants qui font 11 %. Ce 11 %-là, c'est eux que j'irais voir pour avoir leur opinion parce que j'aurais une opinion honnête avec des limites qui ne serait pas, tu sais, qui aurait des réponses à toutes, mais je serais probablement... Tu ne fais pas faire un crosseur, là. C'est quelqu'un qui est honnête. Le gars, il ne bullshit pas. Puis, tu sais, c'est aucune des études. S'il disait, j'en ai lu une, deux autres, OK. Ce qui est crédible. Ce qui est crédible, je les trusterais aussi. Mais le 33 % qui ont dit qu'ils ont lu le Hanlon, je m'excuse, mais non. C'est capoté, pareil. Ce 33 % là ne devrait plus participer à aucune conversation. Aucune. Tu n'as plus le droit de participer. Puis non seulement ils n'ont pas lu l'étude en question puisqu'elle est fake, mais ils n'ont même pas lu la question comme telle qui leur était posée dans le questionnaire de cette affaire-là, parce que le post suivant de Phil, c'est « Here's the question they include in the survey to test whether the experts were paying attention.
its titles purport to show a zoonotic origin of the COVID, but in reality, this study does not exist. Again, 33% of respondents claim to know this non-existent study. Et là, la question, c'est please indicate which of any of the following study report you're familiar with. Et il y en a une, la fake, qui est écrit note, 2 points. This last option was fake publication to check for respondent truthfulness / competence / attention. C'est décrit dans... C'est carrément écrit dans la question. Oui, c'est écrit dans la question. Ça, c'était pour voir si tu lis, cette étude n'existe pas. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas lu. Ah oui, ils ont passé, ils ont rempli le sondage le plus vite possible. Oh, alors moi, je connais ça. Moi, je connais tout. Ils savaient c'était quoi les réponses qui étaient socialement acceptables. Yep. On dirait que ça fait fits comme genre de réponse. C'est très fit. Ouais, je comprends, là. Oui, pas lui. Mais mettons qu'on arrive puis on prend 2 experts. Un expert académique, très gêné, très replié sur lui-même, difficulté à communiquer, OK? Lui, il est dans son bureau tout le temps, il enseigne parce qu'il est obligé, mais il fait ses recherches dans son coin. Il répond à ces études-là. On prend l'autre expert, lui, il est toujours à TV. Il est toujours à TV. Lui, c'est tout, il connaît tout, il prépare, il fait beaucoup de recherches sur ces sujets parce que c'est un excellent vulgarisateur. Est-ce que Vincent Geloso, selon toi, celui qui est replié un peu sur lui-même, a plus de chances d'être dans le 33% de crosseur ou dans le 18% d'honnête? Dans le groupe des honnêtes. Je vais juste le mettre à l'écran pour les sceptiques. Oui. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment écrit dedans. Là. Puis le gars qui passe à la TV tout le temps. Là. C'est le type d'expert là, qui est toujours à la TV. Là. Toutes choses étant égales par ailleurs, parce que ça dépend du domaine. Il y a des domaines que je ne serais pas aussi certain. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, je le mets dans le groupe des honnêtes. Le gars qui ne cherche pas l'attention des médias, c'est probablement qu'il y a moins... Il y a moins de choses qui l'intéressent que... Il essaie de jongler moins de choses en même temps. Mais le gars qui est tout le temps à TV, lui, il est dans le groupe des crosseurs. Probablement. Honnêtement, je l'appellerais un politicien de la science. Parce que tu en as dans les professions. C'est pas aussi présent en économie, parce honnêtement, la plupart des gens en économie sont des gens socialement mésadaptés qui se foutent très forcément de l'opinion des autres. La quantité est assez impressionnante. Est-ce que tu considères que d'avoir 8 ans d'âge mental comme toi, c'est être mésadapté socialement ou c'est correct? Oui. Peu près. Okay. Écoute, on ne va pas se cacher, je suis très mésadapté socialement. Pour ceux qui me connaissent, je suis très mésadapté socialement. J'ai pas beaucoup de... Mes talents sociaux sont très limités, mettons. Quand j'ai trouvé des amis, je les garde longtemps parce que j'ai pas envie de refaire l'investissement une autre fois. Mais il y a des domaines dans lesquels que c'est pas mal vu. Il n'y a pas d'incitation à avoir une version dominante soit parce que tu as un cadre logique qui permet d'éliminer des choses, mais dans des domaines où tu n'as pas des cadres logiques où ce que tu as, c'est des trucs empiriques qui s'accumulent puis qu'après ça, on documente. Genre en médecine, par exemple, là, tu peux avoir un politicien de la science beaucoup plus. Tu peux en avoir dans tous les domaines, mais ça augmente avec ça si c'est beaucoup empirique. Que tu en as un qui impose via l'ordre professionnel, qui fait des croisades contre d'autres personnes, qui essaie d'exclure des opinions via, non pas les journaux scientifiques ou via les séminaires, via les conférences, mais va le faire via des conférences de presse, via les médias. Et là, va essayer de cage out certaines opinions. Ça a été le cas, par exemple, on en avait parlé quand on a fait l'épisode sur les lobotomies. C'est le cas dans plusieurs domaines en médecine, en sciences de la santé, où est-ce qu'il y a beaucoup de politiques périphériques pour justement contrôler, uniformiser les opinions. Même s'il n'y a pas beaucoup d'uniformisation à faire, il y en a qui vont se servir de ça pour essayer, eux, d'avancer leurs intérêts à eux individuellement. Puis... Je m'excuse, mais je ne les trosse pas ceux-là. Ceux qui passent tout leur temps à faire ça. Ou sinon, l'autre truc aussi, un bon détecteur de bullshit. Si tu publies 18 papiers par année, tu fais partie de 18 équipes différentes, tu n'as probablement pas contribué grand-chose. Si tu publies 18 papiers avec la même personne
ou 18 papiers tout seul, tu as probablement tout écrit tout seul. Mais si tu fais partie de 18 équipes de 25 auteurs, parce que c'est particulièrement le cas dans les sciences naturelles, tu as probablement fait 5% de chaque étude. Fait que, puis tu as laissé tous les autres morceaux de cette étude-là à quelqu'un d'autre. Fait que probablement encore plus un bullshitter, mais après, tu es celui qui va dans les médias pour parler de ton étude. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les bons critères de détecteur de bullshit. Mais tu sais, ça prend une certaine humilité, là, quand même. Tu sais, mettons, au fil des podcasts, là, on est rendu quoi, au 121e, quelque chose de même. Sans joke, j'ai jamais compté le nombre de fois, là, mais c'est arrivé plus d'une dizaine de fois que je pose une question ou Yann dit quelque chose, puis ta réponse, c'est ben, je suis pas vraiment familier avec ça ou je peux pas me prononcer là-dessus. Mais il n'y a pas tant de gens dans le milieu universitaire, en tout cas, dans ceux qu'on voit se prononcer, qui font ça. Et ça, là, dans les médias, la raison est simple, c'est puis Yann pourra le confirmer, c'est que quand tu fais des interventions dans les médias, que ce soit comme chroniqueur, animateur, expert, pas tant de choses, les gens s'attendent à ce que tu aies réponse à tout le temps, et que tu aies une opinion sur tout le temps. Fait que, tu sais, d'arriver en heure de grande écoute sur une émission à Radio-Canada, par exemple, et là, la parole est à toi, et qu'on fasse, bon, Monsieur Sénéchal ou Monsieur Geloso, que pensez-vous, Si ta réponse, c'est j'ai pas d'opinion là-dessus ou je le sais pas, c'est la dernière fois que tu passes à l'émission. Yep. Donc, clairement, ça pousse des gens à bullshiter des affaires. Là. Il y a ça, puis tu sais, la game aussi, c'est que c'est l'accusation qu'on va recevoir le plus souvent. Ah ouais, c'est ça. Toi, tu sais tout, tu connais tout, tu as une opinion sur tout. Pas vraiment. On fait de la radio dans un environnement contrôlé aussi. Tu sais, je veux dire, les gens qui nous posent des questions en finance, dans les lives du mercredi soir où est-ce qu'on improvise à côté, je réponds à beaucoup de ces questions-là, mais you know what? Vous en rendez pas compte, mais j'en skip. Il y a des questions Patreon, je passe par-dessus, là, parce que je suis pas à l'aise, j'ai pas le goût de parler de ça, ou tu sais, je comprends difficilement le sujet ou je le connais pas assez pour aller avoir une opinion plus sérieuse. Mais vous voyez rien aller, mais je fais juste le skipper, là. Oui, puis non seulement ça, mais tu remarqueras aussi que quand on répond, souvent la réponse est conceptuelle, dans le sens qu'on va dire voici comment analyser la chose, puis c'est quoi, mais on ne dit pas genre un chiffre précis. Fait que mettons, tu sais, quand on parlait la semaine passée de comment le système de santé subventionne le tabac, la consommation de cigarettes, parce que tu n'as pas à payer de l'assurance pour. C'est un statement logique d'économie. C'est sûr que si tu ne fais pas payer les gens pour quelque chose, ils en font plus. OK? C'est clair, c'est simple, mais est-ce qu'on a dit qu'ils consomment 7% plus, 8% plus? On s'est commis uniquement sur la direction. Puis c'est possible qu'au final, peut-être que l'effet est minime. Ouais. Puis tu avais des débats dans les années 90, des gens qui disaient peut-être que les fumeurs, en fait, nous coûtent moins cher parce qu'ils vivent moins longtemps, puis ils consomment moins de soins de santé en fin de vie, ou est-ce que ça coûte plus cher? Puis il y avait des gens qui disaient des choses comme ça, mais là, ça devient hyper empirique, ça devient encore plus difficile de se prononcer, mais on sait qu'il y a deux effets qui doivent exister. Puis il y en a un qui est peut-être plus fort que l'autre, ou les deux s'égalisent, mais on est capable de dire c'est quoi la manière d'analyser la chose. Puis ça, si tu dis, tu sais, le nombre de fois que j'ai dit je ne le sais pas, mais le reste du temps, quand ce n'est pas sur des trucs que je sais précisément, je vais t'avoir dit voici comment tu devrais approcher la question puis comment la casser. Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent dans les médias. Ce que Yann a raison de dire, ce qu'ils veulent dans les médias, c'est qu'on dise un chiffre précis, qu'on ait la réponse ultime avec une certitude de 100%, pas de 95% certain, pas de marge d'erreur. Ils veulent la réponse scientifique de la même manière qu'on peut dire qu'à tel niveau d'élévation, c'est ça la température qu'il faut pour que l'eau bouille. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la politique est quelque chose qui se commente relativement facilement sur le fly, sans trop de lecture d'études avant, justement, parce que, je veux dire, c'est un jeu d'émotion, dans le sens que si tu arrives, tu dis « Ah, moi, je pense que la CAQ, c'est fini, ils ne remonteront jamais. » C'est pas basé sur rien. C'est juste. C'est du cheap talk, puis c'est pour ça que Chantal Hébert, c'est le mieux qu'elle peut faire. Chantal Trudeau, excuse. C'est ça qu'on fait nous autres à tous les jours, juste by the way, Vincent. Oui, mais vous dites pas de la bullshit. Bah! Ouais, on en dit de temps en temps. On en dit, là. Faut mettre de la couleur un peu.
Non, mais je suis content que vous avez décidé de vous dire que Chantal Hébert, c'est votre égal. Parce que c'est ça que j'étais en train de dire hier en me posant cette écoute, non, je pense qu'on est supérieur à Chantal Hébert parce qu'on avoue nos biais. On avoue nos biais. Tu sais, le niveau de transparence et d'honnêteté que ça prend pour dire « Je sais que je suis biaisé. » Est-ce que tu penses réellement de m'insulter quand tu dis que je suis biaisé en faveur des conservateurs fédéraux? Il n'y a rien d'insultant là. Je le sais, je le dis. Non, mais toi, t'aimes Donald Trump? Non. C'est ça? Non. Non? Non. Ah, excuse-moi. Non, Yann, c'est pas toi qui décides si t'aimes Donald Trump. Oui, c'est vrai, j'ai oublié celle-là. C'est un peu, là, vous oubliez comment ça marche. C'est pas de même ça marche. Pas toi qui décides qui t'aime ou qui t'aime pas. C'est tes opposants décident qui toi t'aimes. Exact. Mais tu sais, la politique, c'est un peu un sujet où est-ce que justement, tout le monde peut commenter ça. Puis le sport aussi, évidemment. Je veux dire, les chaînes d'après-match de sport, là, les lignes ouvertes de sport. Tu vois bien que tout le monde est capable de commenter le sport. Là. Ça n'a pas vraiment de... Ça n'a pas d'impact. On ne recherche pas la vérité, on recherche le spectacle. Mm-hmm. Mais quand tu recherches la vérité, qui est dans ce que le monde académique essaie de faire, généralement, puis que tu vois des comportements comme ceux-là, des gens qui répondent à des études de collègues en faisant croire qu'ils ont lu une étude qu'ils n'ont clairement pas lu, puis que le sondage sont en train de répondre, ils ne l'ont carrément pas lu non plus. Comment tu prendrais ça si toi, dans l'étude que tu es en train de produire, tes collègues de travail qui y répondent bullshitaient leur réponse de cette façon-là? C'est insultant, là. Oui, ça serait énormément insultant, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. Quand on faisait nos critiques pendant la COVID, on était très généreux en leur donnant la prémisse qu'ils avaient raison. La réalité, c'est que même à l'intérieur du groupe des chercheurs, il y a beaucoup de frimeurs. Il y a beaucoup de gens qui ont des trous de connaissances, qui ont des blind spots, des angles morts, qui ne peuvent pas voir qu'est-ce qui se passe, ou qui n'ont pas certaines sous-expertises qui sont nécessaires pour collecter certains points ensemble. Donc, même les experts eux-mêmes ont des failles de connaissances. C'est même pas après ça les méta-experts, la capacité de mélanger plusieurs domaines différents ensemble. Même dans leur domaine à eux, ils ont des problèmes considérables. Puis j'ai essayé de communiquer ce point-là plusieurs fois. Puis pendant la COVID, je trouvais que ça ne servait à rien parce que les gens ne comprenaient pas l'idée que j'essayais de communiquer. Mais il n'y a rien de plus efficace que cette image-là qu'on vient d'avoir. Une image vaut mille mots. De pouvoir communiquer le degré d'incertitude qu'on devrait avoir à l'égard de ce que les chercheurs disent en public. Mais ce qui est fou, c'est que cette étude-là a été utilisée par les mainstream médias d'une certaine façon. Exactement. En disant, regardez, quand on demande aux experts, maintenant des experts avec des guillemets, tout le monde s'entend pour dire que Donald Trump a tort, parce que ça a été politisé cette affaire-là. Donald Trump a tort de dire que c'est un laboratoire chinois. Ça vient d'une source de chauve-souris, par exemple. Regardez, les experts le disent. Oui, la fameuse étude, il y avait des choses spéciales dedans. Hein? Ben là, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a. J'ai vu assez de mes collègues changer de position sur si c'était... On ne sait pas encore aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment pas clair. Puis, honnêtement, je m'en fous un peu parce qu'au final, ça ne change pas grand-chose. Exactement. Ça ne change pas grand-chose, sauf si tu as instrumentalisé le débat pour attaquer un adversaire politique. Ça c'est vrai. OK, d'accord. Tu comprends la game? Ouais, là, je suis d'accord. C'est 100% vrai que ce débat-là est insignifiant. Sérieusement, qu'est-ce que ça change dans votre vie que la COVID arrive d'une chauve-souris ou d'un laboratoire? Absolument rien. Si c'est pour des failles de sécurité, par exemple, qu'un truc de même arriverait d'un lab, ça pourrait être intéressant de le savoir, question que ça ne ressort pas. Fair enough. C'est ça. C'est uniquement dans la mesure des remèdes. Mais la raison, c'est ça, exactement. Mais pourquoi c'est devenu un enjeu de conspirationnisme, un enjeu de débat public, un enjeu qui faisait la une des journaux sans arrêt? C'est pas parce qu'on veut améliorer la sécurité des laboratoires. C'est pas parce qu'on veut connaître réellement la source première. C'est pas parce qu'on veut fermer les wet markets. C'est parce qu'on veut rincer l'autre bord. Exactement. C'est carrément ça qui est arrivé. Puis, même chose, puis on peut avoir des doutes. Moi, ce qui s'est passé, par exemple, avec l'hydroxychloroquine ou chloroquine dans cet épisode-là de la COVID m'a fait vraiment halluciner. On sait, Donald Trump est sorti du « Regardez, l'hydroxychloroquine, ça marche, blablabla ». Dr Raoult en France. Au Québec, on faisait comme si le débat n'existait pas.
Il n'y avait personne qui parlait de ça au Québec à part Marc Lacroix. La réalité, c'est que les études n'étaient pas faites, puis tout ça. Là, tout le monde disait un peu n'importe quoi. Sauf que une molécule qui pouvait peut-être être utile a été identifiée comme étant à droite. Imagine-toi, toi. Ah oui. Une molécule en pharmacie était identifiée à droite parce que Donald Trump l'avait approuvée. Vous comprenez un peu l'idée? Oh, il y a des gens qui ont transposé sur un débat. Ouais. Ben, un on débat fait la avec un même débat. chose avec le masque, Yann. La raison Exactement. pour laquelle Juste il y a eu finir, cette le, histoire-là, ju- juste finir le point sur l'hydroxychloroquine. Finalement, on s'est rendu compte que ça l'était plus ou moins efficace et tout ça. Mais admettons que ça avait été efficace. Admettons que ça l'était pour de vrai. Oui, dans l'hypothétique. Ben, parce que Donald Trump avait poussé ça, c'est qu'on se serait tous battus contre ça. Mais t'en veux-tu une comique, parce qu'on en a parlé d'elle la semaine passée? Kamala Harris, dans le débat en 2020, on a oublié, elle a passé une phrase où est-ce qu'elle disait qu'elle était sceptique des vaccins parce que M. Trump. Elle avait vraiment dit ça, là. Tu peux retrouver. Je suis sûr que Frank peut retrouver la clip. Elle avait dit ça. Fait que, tu sais, je pense que ça revient à ce qu'on essaie de dire. Les chercheurs eux-mêmes ont des failles de connaissances, mais c'est encore plus dangereux quand les chercheurs eux-mêmes participent à la conversation politique. Exact. C'est pour ça que je dis à mes étudiants que je leur refuse le droit d'être des conseillers du roi, que vous devez, si vous participez à la conversation, vous devez être conscient que les politiciens essaient de se servir de vous. Fait qu'il faut que vous essayiez de passer des choses que vous auriez dit anyways dans le monde académique via eux. OK? Que tu peux pas... Merci. Je l'ai tellement... Dès que j'ai commencé à dire ça, Frank va s'en servir. Frank va sauter sur l'opportunité. C'est pas moi cette fois-là. Ah, c'est Yann. En plus, je le savais. Il y a une vidéo qui allait sauter sur l'option. Que tu dois être conscient que... je suis 100% d'accord, Vincent. Continue, je t'écoute. C'est pas correct, man. C'est pas correct. C'est pas correct. Je suis pas capable de me concentrer. Vraiment, la face que tu as mis est incroyable. Je veux dire, j'excuse. Je suis pas capable. Honnêtement, j'ai l'air d'être en train d'être sur le bol de toilette. Là. Quoi que j'étais à Radcan. Parce que je sais que cette clip-là, c'est une clip de Radcan. Mais dès que tu participes activement à la conversation politique puis que ce que toi tu veux comme chercheur, c'est une relation de pouvoir pour concevoir des politiques publiques, ben tu importes dans ta recherche, dans tes discussions avec d'autres chercheurs, les lignes politiques, puis là, tu n'es plus un bon chercheur. Tu n'es plus un bon chercheur parce que là, demain matin, si je rencontre un économiste qui aime Donald Trump, puis que je suis politiquement actif avec les démocrates, je ne vais pas l'aimer, peu importe ce qu'il dit, parce qu'il est avec Donald Trump. Même chose si je suis un économiste républicain puis que je participe à l'administration républicaine et que je rencontre un économiste démocrate. Tu ne devrais pas faire ça. C'est pour ça que l'idée là, du evidence-based policy où tu as des chercheurs qui rentrent et qui conseillent les politiques, dès que les chercheurs qui vont vouloir participer à ça ne sont pas les chercheurs qui, je pense, sont les plus intègres. Ça va être parmi le 33% dont on parle. Puis deuxièmement, même si tu en as du pas 33 qui se retrouvent à faire ça, leur comportement change quand ils sont en politique, puis qu'ils sont proches du pouvoir politique. Et là, la qualité de leurs avis scientifiques baisse à l'égard de la conversation. Fait que quand on disait tantôt que quand on partait de nos conversations, puis on disait on va vous donner toute l'expertise au complet que vous prétendez avoir, on était crissement généreux. Parce que ce qu'on dit, c'est que les chercheurs qui vont participer aux discussions politiques ne sont pas les chercheurs qui vont dire, quand ils ne savent pas, qui sont les plus intègres. Ça va être ceux qui veulent faire de la politique, puis que ceux qui sont intègres vont avoir leur comportement changé. La même chose qu'on dit tout le temps, la politique attire les pires joueurs et convertit les pires joueurs. C'est it brings out the worst people and it brings out the worst in people. Ben, un bon exemple de ça, Vincent, c'est ce que vous avez fait, toi et des collègues récemment à propos du travail de Piketty, là, dont on avait parlé. Moi, depuis tantôt, tu parles, puis dans ma tête, je vois ça flasher. Des gens, quelqu'un du monde académique qui veut être impliqué dans le débat politique, qui est récupéré parce qu'on ne se le cachera pas, c'est une icône d'à peu près toute la gauche. Toute la gauche, là. Parce que, Chris, ils ont enfin trouvé quelqu'un pour avoir une caution idéologique et scientifique à leurs propos. Fait qu'ils vont dropper ça, puis ils vont dire que c'est le prix Nobel, puis pas tant de choses, puis voici son livre, puis t'es qui, toi, pour contredire un prix Nobel, puis ben, t'es qui, toi? Moi je suis pas grand-chose, mais il y a des gens qui l'ont fait, le travail, là.
Mais Krugman a servi à ça souvent. Paul Krugman aux États-Unis, je veux dire, il servait à donner des arguments à beaucoup de gens. Là. Oh oui, puis tu avais des gens que si Krugman l'avait dit, c'était leur source parce que. Mais ils auraient défendu cette idée-là indépendamment de. Si Krugman n'avait pas existé, ils auraient quand même dit la chose. C'est juste que là, ils se sentaient plus confiants de pouvoir le dire parce que lui, il l'a dit. Mais Krugman fait beaucoup de raccourcis souvent. En fait, il y a une joke parmi les économistes, c'est qu'il y a deux Paul Krugman. Il y en a un qui a existé de la date de sa naissance jusqu'à 1999 et l'autre il a disparu à ce moment-là, remplacé par un clone qui écrit depuis au New York Times. Parce qu'avant, ça a l'air qu'il était généreux, qu'il faisait des commentaires positifs sur des chercheurs avec qui il n'était pas désaccord, qui n'étaient pas en accord. Mais le média a un effet enivrant. Oh oui, oui. Mais tu sais, écoute, pense-y, je veux dire, ça a l'air con, mais là, en cours aux États-Unis, présentement, il y a Michael Mann contre Mark Stein, présentement ici à Washington. Honnêtement, je ne suis vraiment pas fan de Mark Stein. Je le trouve absolument déplaisant. Puis ça fait longtemps qu'il me tape ses nerfs. Mais j'écoute le podcast qu'ils font sur toutes les procédures qui sont présentement en cours. C'est comme une sorte de live reenactment. Puis c'est un podcast qui existe carrément, by the way, parce que Joanne Marcotte me l'a envoyé. Elle a dit, si vous avez le temps, écoutez ça, les gars, c'est malade. C'est moi qui l'ai envoyé, je pense. Ah ouais, OK. Michael Mann, c'est le gars du hockey stick. Là. Exactement. Fait que Michael Mann, c'est un chercheur de l'Université de la Pennsylvanie, qui est une des grandes universités américaines, qui avait fait un graphique qui montrait que les températures avaient augmenté depuis le début de l'industrialisation, puis qu'avant, c'était une ligne plate. La réalité, c'est que les températures ont augmenté. Okay? Peu importe c'est quoi, l'aspect qui était débattu, c'est est-ce que c'était vraiment plat avant ou est-ce qu'il y avait des fluctuations, puis blablabla. Okay? C'était ça le hockey stick. Puis c'est un débat complètement insignifiant. Mais par contre, ce que tu vois quand ils font les replays de ce qui s'est dit en cours, c'est que tu vois que Michael Mann, lui, ce qui est, c'est un chercheur politique. Il y a un gars qui a attaqué sa réputation en public, qui l'a comparé à un trafiqueur, à un pédo. En disant l'Université de la Pennsylvanie avait caché les agissements d'un coach pédophile. Pourquoi est-ce qu'ils ne cacheraient pas les mauvais agissements scientifiques de leur top chercheur en climat? C'était ça. C'est pas une comparaison un pédo, ça. C'est quelque chose. Ça attaque plus la crédibilité de l'université. Ça, oui, exactement. Mais lui, après ça, lui, il attaque en cours le gars Stein parce qu'il s'est fait attaquer. Puis que là, mais lui, après ça, dans toutes les disclosures qu'il y a eu, tu vois qu'il passe son temps à faire des médias, à être sur les réseaux sociaux, à faire des endossements pour des candidats politiques, à ne pas parler de recherche en ligne ou vraiment que tu vois que sa personnalité, c'est un activiste / chercheur. Mais tout son comportement, dans tous les détails, les courriels qui sortent, où est-ce qu'il dit des choses hyper sexistes contre une collègue qui est un petit peu plus sceptique, c'est tout le catalogue des mauvais comportements. Et ça, c'est tous les mêmes mauvais comportements que tu peux assigner aux chercheurs que pour eux, ce qui est important, c'est d'avoir la relation avec les médias, d'avoir la relation avec le pouvoir. Puis tu vois dans les choses qu'il va se promener à faire des conférences à Hawaï avec le New York Times, qu'il y a des événements avec des donateurs, puis qu'il rencontre Bill Clinton, puis qu'il rencontre Leonardo DiCaprio. À un moment donné, quand tu passes ta journée à pouvoir dire j'ai rencontré Leonardo DiCaprio, j'ai rencontré Kate Winslet, j'ai été aux Nations Unies, j'invente des choses, là, mais que tu as une litanie de choses que tu fais qui donnent l'impression que tu es important. À un moment donné, ça l'est enivrant. Puis, en même temps que tu es en train de faire ces affaires-là, tu n'es pas en train de faire de la recherche, premièrement. Fait que tu perds la capacité de faire de la recherche, puis de comprendre, puis de te tenir à jour. Mais aussi, pourquoi tu te mettrais à cracher? Si, mettons, demain matin, je me mettais à dire puis que j'étais Michael Mann, puis que je découvre, tu sais, mettons, je pense pas qu'une taxe carbone, ça aurait des effets positifs. J'ai regardé la sensibilité des modèles, puis je pense qu'il n'y a rien que tu peux faire avec une taxe carbone. Je pense qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Mettons, j'invente quelque chose. Penses-tu qu'il irait le dire? Nope. Penses-tu qu'il partagerait cette opinion-là? Tandis que moi, demain matin, si je change de position sur quelque chose que j'ai déjà dit, là, c'est quoi ma pénalité demain matin de changer de position? J'ai pas de stream de revenus qui vient du fait que je dis cette chose-là. Fait que si demain matin, je dis, tu sais, quand je parlais de l'importance, l'efficacité de la taxe carbone, je pense que je me trompais. Ouais. Puis en fait, je l'ai fait la semaine passée quand je parlais de Pierre Lemieux, que je m'étais trompé comme faux. Ça change quoi? Je veux dire,
ça me coûte moins maintenant de corriger des faits que quand tu as cette relation enivrante avec les médias, avec le pouvoir politique. Fait que, honnêtement, tu devrais, quand tu vois un chercheur, s'il donne des signes d'être comme le 33% des gens qui ont bullshité une réponse, dès que tu vois un signe de ça, tu devrais te mettre à appliquer des taux d'escompte massifs sur sa recherche et sur ce qu'il dit. Mais on commence à avoir des gros problèmes de ce côté-là parce que, tu sais, ce qui est arrivé justement avec l'histoire à Harvard est assez. Avec Claudine Gay, c'est assez spectaculaire. Là, je veux dire, on se rend compte qu'on ne comprend pas comment elle s'est ramassée là, en fait. Là. C'est comme la vache qui est au-dessus de l'arbre. Tu dis comment elle est arrivée là, à part qu'avec une tornade. Là, peut-être pas de bonne comparaison. Là. Je fais je vois ça, mais bon, je pense qu'on comprend le point, mais t'en as des cas comme ça que ce que tu vois. Je pense que Claudine Gay, pour vrai, tant son congédiement que sa position reflète le malaise intense qui se passe présentement dans le monde académique, que tu as trop de politisation. Ce que tu as, c'est que elle a probablement accédé à ses fonctions pour des raisons largement politiques. Mais la raison qu'ils l'ont crucifiée, c'est parce qu'elle avait des opinions politiques particulières. Oui. Fait que ce que tu es rendu, c'est que ce que tu vois, c'est le symptôme ultime de la politisation des campus, d'avoir amené trop de politique dans le monde universitaire. Puis ce qui se passe après, c'est que là, tu as les conservatives qui se battent avec les liberals pour avoir une domination sur la salle de classe, pour évincer l'autre point de vue. Fait que, tu sais, genre des gens comme Chris Rufo, qui était celui qui a participé le plus à évincer Claudine Gay. Demain matin, là, je suis sûr que si tu le mets au pouvoir, lui... C'est aussi pire de l'autre bord. C'est le retour du balancier à l'autre extrême. Je n'ai aucune confiance dans aucune de ces personnes-là parce que eux, ce qu'ils voient, c'est tout à travers le frame politique, puis ça pollue la recherche. Puis après, quand c'est le temps de parler avec le public de la recherche, ils vont avancer la version qui est conforme avec leur positionnement. Imagine-toi une place où est-ce que le contrepoids n'existe pas à ce temps. Oui, mais c'est ça. Moi, le seul bout où je tolère certaines personnes, c'est parce qu'ils agissent comme un contrepoids par rapport à une autre position. Puis tu te dis, ça peut peut-être ramener un peu dans le milieu à un moment donné. Mais hey, j'ai retrouvé, tu sais, l'affaire que j'ai mentionné au début là, sur l'histoire de l'affaire So-Called. Je sais que je l'ai déjà dit, là, mais faut que je vous lise la description parce que c'est juste trop magique. Okay? Lui, l'article parodique qu'il avait fait publier, on dit, c'est pas des jokes, là, affirmant que la théorie quantique a des implications politiques progressistes. L'article indique que les concepts. L'article indique que les concepts du champ morphogénétique pourraient être une théorie de pointe en gravité quantique et conclut que puisque la réalité physique est à la base d'une construction sociale et linguistique, alors une science libératrice et des mathématiques émancipatrices devraient être développées afin d'abandonner les canons de la caste d'élite de la science dure au profit d'une science postmoderne qui offre le puissant appui intellectuel au projet de politique progressiste. À ta peu. Non, ça a été réalisé par les pairs, mais ça a été publié. Oui, ça a été publié. Dans quel Christy de journal ça a été publié? Ça a été publié dans... Social Text. Oui, Social Text. Et lui, il a annoncé il a annoncé dans le magazine Lingua Franca que l'article était un canular la journée même. Il était obligé de l'annoncer. De sa publication. Mais l'histoire après, il y a eu une suite à ça qui est un des bouquins là, que vous devez absolument lire, chers auditeurs. Là. Ça s'appelle Imposture intellectuelle. Il écrit ça c'est coécrit avec un Belge. Donc, en fond, c'est deux physiciens. Et ça fait le tour de tous ces trucs-là dans le monde des sciences sociales. Et tout le monde y passe. Là. Jacques Lacan, la psychanalyse française, bref, Derrida, tous les crosseurs là, qui ont fait à croire de maîtriser plein de concepts scientifiques qui intégraient dans des sciences humaines. Puis eux autres, ils font la démonstration par A plus B que c'est strictement du n'importe quoi de A à Z. Là. C'est quelque chose qui mérite d'être lu quand même, il faut le dire. Là. C'est quoi en anglais, c'est imposture intellectuelle? Ça a probablement été traduit, tout ça. Mais c'était tellement gros quand c'est sorti que ça doit... En fait, tu vois, c'est Stéphane Lessard qui m'a appris cette histoire-là du SoCal qu'on devrait remercier ici parce que c'est un auditeur fidèle. Là.
Mais Trop juste un auditeur fidèle. C'est un bon numéro, Stéphane. Il est beaucoup plus brillant que tous les gens qui nous critiquent de beaucoup. Je te confirme que c'est pas un cabochon. Probablement plus brillant que... Ben, au moins plus brillant qu'Yann. Ah, définitivement plus brillant que vous aussi. Ah, come on, je voulais t'insulter, là. Envoie-moi chier. Non, mais je suis pas quelqu'un de brillant, je suis quelqu'un d'efficace. Pas pareil. Bon. Okay. Donc, Yann, il veut être sérieux quand moi, je veux niaiser. C'est pas correct. Avec la version anglaise, Yann, là, c'est elle. Là. Intellectual Impostures. Ouais. Donc, ça se trouve assez facilement. Là. Vous n'avez qu'à fouiller sur Amazon, vous allez la trouver. Et au registre de ces gens-là, et ça ne fait pas partie du livre parce que c'est arrivé après, mais tu avais l'histoire en France aussi de, Bernard-Henri Lévy, qui est un philosophe français, qui avait écrit un livre dont j'oublie le titre, dans lequel il a cité un canular. Et après, il a dit, je ne le savais pas que c'était un canular, et je vais vous montrer le livre à l'écran. Vous me direz si ça a l'air d'un vrai livre ou si ça a plutôt l'air d'une joke. Je vous le mets à l'écran en ce moment. Il a cité ce livre d'un auteur qui s'appellerait Jean-Baptiste Botul et qui s'appelle La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Et lui, il était certain que c'était un vrai livre, ce truc-là. Et dans le fond, c'était un gars qui a écrit un livre parodique. C'est un faux. Là. Jean-Baptiste Botul, il n'existe pas. Ça, c'est un livre parodique. Et le gars en question a cité ça dans un de ses bouquins qui a probablement... En fait, on ne sait pas trop si c'est lui qui les écrit, mais ça a sorti après, ça a fait les manchettes françaises et il faisait le tour des plateaux. Un petit peu plus ça. Il faisait le tour des plateaux de télé en disant non, mais c'est pas de ma faute. Mais tu sais, je veux dire, c'est un vrai livre. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme une étude. Tu sais, t'es un comité des pairs qui analyse la méthode scientifique derrière la recherche que tu as faite, puis qui accorde du sérieux à la méthode. Tu sais. Oui, mais le point est un peu le même. C'est que probablement qu'il a pris une référence de ce livre-là, mais il ne l'a pas lu. Là. Parce que s'il l'avait lu, ce serait évident qu'il aurait vu. Ça, c'est l'autre. C'est ça. Si on lit vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le livre, peut-être que mon opinion changerait. Là. Mais tu vois, mais moi, ce que j'aime de ces canulars-là, c'est souvent... Ils sont nécessaires, hein? C'est comment est-ce que des fois, ce qu'ils font, c'est un peu comme l'empereur n'est pas habillé. Ouais. Tu vois que l'empereur est tout nu. Tu vois la bullshit. Tu vois la frime qui est là. Puis c'est comme une sorte de petit microcosme de peut-être que je ne devrais pas te faire confiance. Puis d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy est probablement une des personnes qui mérite d'être largement ignorée avec son équivalent intellectuel, Éric Zemmour, qui sont honnêtement, dans ce que je pense, qui ne produisent pas grand-chose de valeur. Mais il y en a un exemple que moi j'aime le plus parce que le premier grand canular, puis c'est pas connu, c'est le canular des baignoires. Je pensais jamais que je pourrais en parler. Là. C'est H.L. Mencken en 1917, il a écrit un texte dans le New York Evening Mail. Là, j'ai retrouvé l'histoire. Puis il avait expliqué, c'était un long texte pour expliquer l'histoire du bain. Puis comment ça avait été inventé. Puis là, il y avait des détails, puis il y avait des présidents, puis il y avait des histoires de campagne électorale, puis de meurtre avec des ordonnances de la ville. Puis là, comment c'était fait. Puis la première exposition de la baignoire, puis blablabla, blablabla. Une longue histoire. Ben, c'était un canular. C'était une fausse histoire. Puis Mencken disait que son but, c'était de rire des gens qui inventent des histoires dans dans les discussions publiques. Donc, et ce qui s'est passé, qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, tu vas trouver des citations qui sont faites à ça, qui sont sérieuses. Des gens qui sont pas un étudiant qui essaie d'écrire un devoir de session, des gens qui sont des historiens, des profs, qui se font pogner avec ça. Là. Que ce canular-là sert encore aujourd'hui. Puis H.L. Mencken, c'est pas un nobody. Aux États-Unis particulièrement, c'est un peu l'équivalent de Henri Bourassa pour nous au Québec. Là, le gars qui a fondé Le Devoir. Fait que... OK, la fin de Sokal, c'est que Sokal, c'est un francophone, dans le fond. Oui, Alain Sokal. Je savais pas qu'il était... commandé la version anglaise d'un film, d'un livre qui était original en français. Ça, c'est moi, ça. C'est bravo, champion.
Mais ben, c'est il y en a un qui est belge, puis l'autre est français. Je pense que ce sont peut-être les deux belges. Il y a juste une affaire, c'est que le livre en anglais sur Amazon il coûtait moins cher que le livre en français. Finalement, je suis moins cave que je n'ai l'air. Non, mais tu as choisi la marge. Tu m'as dit quelle marge était plus importante pour toi. Mais en gros, là, c'est que ces canulars-là, le fait que Mencken, comme il est très connu, tu devrais savoir que si c'est Mencken qui a écrit ça, étant donné qu'il est connu pour tous ses commentaires satiriques, parce que aux États-Unis, c'est en description, c'est un American satirist. C'est quelqu'un qui ridiculisait tout le monde. Que sa carrière était passée, il décrivait... Rick Mercer. Non, Rick Mercer, c'est pas... C'est plusieurs coches au-dessus. Mais c'est lui qui avait décrit... comment est-ce qu'il avait écrit ça? Oh, ce que c'est passé avec ton son, toi, là? On t'entend plus, Vincent. Oh. OK, t'es revenu. OK, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a des quotes légendaires de Mencken que tout le monde a entendu d'une manière ou d'une autre. Le fait qu'on sait ces choses-là devrait te dire que si tu vois un texte de lui sur l'histoire du bain, c'est probablement de la bullshit, mais il y a des gens qui sont supposément des experts qui tombent encore victimes de ce canular-là. Hey, attends un peu. On va arrêter ça de là. Tes lèvres ne suivent plus ton son. Là. Fait que... ouais, c'est ça. Moi, on s'en est rendu compte de ce coup-ci, là. OK, c'est-tu mieux, ça? Ouais, c'est normal. C'est quand il y a une déconnexion, c'est ça que ça fait. Non, mais écoute, je m'excuse. Le lien pour l'article, le canular de Mencken, je vais le mettre pour les auditeurs. Je te l'envoie maintenant. Okay. Mais en gros, c'est que il a été écrit en 1917, par contre, ce canular-là. Le canular a plus que 100 ans maintenant et encore, il continue de nous dévoiler des bullshitters. Fait que des questions comme celles dans l'étude... Fait que le monde se fait encore avoir avec ce canular. Le monde continue de se faire avoir avec ce canular-là. C'est ça la vertu des canulars comme celui de SoCal, comme celui tantôt qu'on a parlé de l'article qui reprenait des passages de Mein Kampf, qui changeait des mots, puis qui faisait des choses comme ça. La vertu de ces canulars-là, c'est que c'est l'espèce d'effet épurateur, pas dévoilement de qui est sincère comme chercheur. Parce que c'est possible aussi qu'à un moment donné, tu pourrais avoir un éditeur qui répond « Hey, je m'excuse, j'ai juste dormi sur la Switch sur celle-là, j'ai pas cliqué. » Celui-là qui dit ça, là, tout ce qu'il vient de te dire, c'est qu'il a fait une erreur d'omission, pas une erreur de commission, que c'est juste tu sais, que c'était pas de la mauvaise foi, c'était pas de la malice, c'était pas de... Il y a un effet épurateur ou d'information qui est donné avec ça. Ben, ouais. Ce qui me dégoûte, par contre, c'est que c'est la proportion qui reste encore. La question du 33%, là, c'était sur une question précise. C'était pas un truc large. Une question précise. Les origines zoonotiques de la COVID chez les chercheurs qui font ça. Donc, dans la pointe de la pointe, tu avais quand même 33% de bullshitters. Ah, ça représente bien notre société, ça. Ça devrait te donner une idée de à quel point il faut faire attention quand quelqu'un arrive et que ce qui assoit son autorité, c'est le sarrau blanc qui prétend pouvoir porter. Ah oui, c'est carrément. Mais on vit tellement d'une société fake, les gars. Là. Une des histoires qu'on faisait référence, excuse-moi, Yann, juste pour finir là-dessus, le CL. What an audacious hoax reveal about academia. Et là, dans le fond, c'est l'histoire. Tu avais James Lindsay qui était là-dedans, puis il y a deux autres. Là. Three scholars wrote 20 fake papers using fashionable jargon to art for ridiculous conclusion. Et là, il y a des trucs là-dedans sur... Trouve celui sur les chiens, s'il te plaît. Parce que c'est magique. Si tu trouves celui sur les chiens, on pense qu'on va casser Yann. Yann, il va pisser de rire tellement que... Ouais, ben là, j'ai pas le truc complet parce que je suis pas abonné à The Atlantic. Je te dirais qu'une toilette avec une bonne fontaine, ça m'avait eu pas pire déjà. Mais, tu sais, et puis justement, le truc en question s'appelait, je l'ai ici, donnez-moi une seconde, justement, c'était une référence à l'affaire SoCal, justement. Là. C'était, justement, si vous ouais, ça s'appelle le SoCal au carré. On a été surnommé par les médias en référence à l'affaire SoCal, qui est un canular monté par 3 chercheurs américains qui ont rédigé une vingtaine de fausses études
pour piéger plusieurs revues universitaires afin de mettre en lumière une corruption de la recherche et du savoir académique qui serait, selon eux, communément répandu dans le champ des sciences sociales, plus précisément les études de genre et féministes. Ce canular a été révélé en octobre 2018 après qu'une série de fausses études ait attiré l'attention des médias. Pourquoi c'est tout eux autres qu'on cible? Hein? Écoute, mais j'ai trouvé celui que je voulais parce que là, on va rire entre nous autres, OK? C'est celui sur les dog parks, OK? Voici le summary. Dog parks are rape condoning spaces and a place of rampant... Not kidding. Ça, c'est publié dans le domaine de journal Gender, Place and Culture dans la sous-discipline de Feminist Geography. Donc, je continue la citation. C'est psychédélique. Attends. T'as-tu dit la géographie féminine? Oui. Non, pas féminine. Féministe. La géographie féminine, c'est l'anatomie. Ça, il est où le point G? On est mature! Je continue la citation parce qu'on n'est vraiment pas mature. Finalement, c'est peut-être 12 ans d'âge mental qu'on a. Mais c'est quoi ça, la géographie féministe? C'est genre les montagnes sont en forme de Pierre Desrochers, il avait posé... Oui, Pierre avait répondu à ça. Ah oui, ça m'a sûrement tellement... Ça j'ai dû faire un blackout de ça. Ben, c'est la rivière Saint-Charles, puis là, tu fais la nomenclature de toutes les rivières. Tu dis, hey, il y a 70% des rivières qui ont un nom de gars, puis 30% qui ont un nom de fille. Ça marche pas. Encore Donc là, c'est la rivière Sainte-Germaine. Tu finir la crise de quoi? A place of rampant canine rape culture and systematic oppression against the oppressed dog, through which human attitudes to both problems can be measured and analyzed by applying, and it gets worse, by applying Black feminist criminology. This is done to provide insights into training men out of sexual violence and bigotry to which they are prone. Oh, yes. Puis les auteurs après ça, ajoutaient un commentaire. Ils disent « Arguably our most absurd paper ». Mais là, il y a combien de pages un papier de même qui publie? Là? Ça, c'est l'abstract, maintenant? Il faut que tu publies à peu près 10 000 mots. À peu près. Un bon papier avec des données de nouvelles. Mais man, on n'a pas fini. Là. C'est parce qu'avec GPT, là, c'est plus dur de faire ça. Là. Non, mais attends une minute, c'est encore mieux. Ils ont collecté des données. Pas des vraies données, ils ont inventé des choses. Écoute bien ça. Puis là, tu devrais spotter qu'à un moment donné, il y a de la bullshit. Puis tu moi, c'est déjà fait, là, mais bon. Non, mais attends de voir, ça s'empire. Fait que du 10 juin 2016, je vais le dire en français maintenant, du 10 juin 2016 au 10 juin 2017, je me suis installé sur les bancs d'un parc dans le sud-est de Portland. J'ai resté à chaque fois une demi-heure par jour. Et j'ai pas fait j'étais pas là quand il pleuvait beaucoup. Et j'ai regardé les comportements des chiens qui étaient là. Donc, je regardais si les gens se parlaient entre eux, si les êtres humains se parlaient, si les chiens faisaient du humping. Fait que, tu sais, quand un chien décide de se zigner après quelque chose. Là, ça s'appelle du humping, ça. En anglais, c'est humping. OK. Et au final, elle arrive qu'elle a collecté... ça me fait penser aux jouets sexuels que je vous ai envoyés l'autre jour sur le groupe de discussion. It gets worse. Wait, there's more. Fait que là, elle dit dans son année qui était là, puis là, tu devrais voir la bougie, il y a 365 jours par année. Elle dit que, puis elle restait là une demi-heure par jour. Okay? Fait qu'elle a une méthodologie solide. Ben, elle n'a rien fait. C'est juste qu'elle a inventé, qu'elle a fait des données. Mais elle dit, non, mais juste les chiffres font pas de sens. C'est ça qui est encore mieux. Donc, rappelle-toi, elle restait là une demi-heure, tous les jours, pendant 365 jours. Et elle a collecté 1004 cas de dog rape / humping. OK? OK, fait que elle, à toutes les fois qu'elle allait là, il y avait 3 chiens par jour qui se crossaient sur un autre. Non. C'était à chaque 60 minutes, il y avait au moins un chien qui faisait du humping ou du viol. OK? Parce qu'elle avait ça, elle fait rape / humping. OK? Fait que, OK. Mais hump égale pense rape. Pense aux chiffres. Elle était là une demi-heure par jour pendant 365 jours et elle a vu un cas à tous les jours, à toutes les 60 minutes. Mais là... Les chiffres font... C'est juste... Elle a inventé des chiffres. Elle les a même pas rendus cohérents entre eux parce qu'elle reste là 30 minutes par jour. Elle dit qu'elle a vu... Je sais, je comprends. Elle a inventé des chiffres. Ça veut dire que les chercheurs n'ont même pas cliqué que les chiffres ne faisaient pas de sens. Mais là, tous les cas de humping étaient considérés comme un viol. Oui, mais c'est comme ça qu'elle appelait ça. Il n'y avait aucun cas que le chien avait donné son consentement? Exactement. But wait, there's more. Il y avait
847, donc une fois aux 71 minutes, des chicanes entre chiens, donc des dogfights. Et donc, elle a collecté 1800 observations violent. dans un parc pendant 1 an. C'est malade. Tu vois-tu, là, parce que c'est ça le bon test de bullshit, c'est qu'il faut que ça ait l'air. Si c'est juste une petite ligne de bullshit dans un texte, puis que c'est dans un texte de 10 000 pages, de 10 000 mots, Ça s'excuse. ça s'excuse. Mais si c'est plusieurs couches de. Parce que ce que ça dit, c'est. Attends un peu. Ce que ça dit comme message, c'est si tu as le bon langage, les bons outils de communication, langage inclusif, homme égale toxique, humping égale rape, tu sais, toutes des affaires comme ça, là. Si tu as le bon langage, il n'y a personne qui lit vraiment ton étude, elle est approuvée automatique. Non, puis écoute, c'est pas la. Moi, c'est une des plus drôles, mais tant qu'à moi, c'est pas la pire. Il y en avait une, c'était combattre l'homo-hystérie par l'usage du sextoy anal. Hey, ça a été publié dans Sexuality and Culture. Les auteurs affirment qu'un homme peut combattre son homo-hystérie et sa transphobie par l'usage de sextoy anal. Et ça a été publié. Dans un papier accepté par Hypatia, un journal de philosophie féministe, ils avancent que les blagues ne devraient pas viser les groupes minoritaires comme les femmes et les LGBT dans les spectacles d'humour. Le même journal étudiait une proposition d'article particulièrement absurde, voire dangereuse, invoquant la discrimination positive appliquée à l'intersectionnalité. Les chercheurs écrivaient que les garçons blancs au collège ne devraient pas être autorisés à parler en classe et ne devraient pas obtenir de réponse à leur email adressé au professeur. Et c'était à l'étude pour être publié. Là. Ben, je vais revenir en arrière sur l'autre papier. Je n'avais pas spoté que sur le site web, parce que c'est sur le site web de la chercheure qui faisait ces hoax-là, elle a publié les commentaires des arbitres. Oh non! Ça, j'avais pas vu. J'avais jamais vu ça. Fait que pour moi, c'est nouveau. Est-ce qu'on va dans le Patreon pour partage cette expérience-là entre nous autres? Oui. Parce que les premières 3 phrases du premier, là, je m'excite un petit peu tellement que c'est drôle. Moi, là, je vais essayer de le traduire vite fait pour que ce qu'on le dise en français. OK. Ouais, juste à mettre le lien dans le chat et nous autres, on migre sur Patreon.